Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais faire quelques corrections sur la première partie de l'histoire de la Rive-Sud où il s'est glissé quelques erreurs. En début de chaque vidéo, je vous le dis qu'il est possible que je me trompe, qu'il y ait des coquilles dans les titres, puis je vous demande de m'excuser et puis de me le dire si ça arrivait. Eh bien, et puis de me le faire savoir, bien, c'est exactement ce qui est arrivé. On me le fait savoir. Voici donc quelques correctifs que je dois apporter. Premier correctif, on s'en doute bien, Marcel Bourrelli, c'est pas un Auvergnat, mais c'est un Marseillais. Il n'y a pas plus Marseillais que Marcel Bourrelli, mais j'ai simplement confondu Auvergne avec Aubagne. Fait que je demande à Marcel de m'excuser là-dessus, c'est maintenant corrigé. Il y a aussi une photo de l'Olympienne Pascal Mainville, qui semblerait que c'est sa sœur que j'ai pris en photo. Moi, j'ai pris ça sur le web, fait que, encore une fois, mes excuses. Et si j'avais une vraie photo de Pascal Mainville, ça va me faire plaisir de l'inclure dans la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Saint-Hyacinthe. En fait, je dois vous dire que je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de recherches pour parler du judo à Saint-Hyacinthe. Ce que je vais vous raconter, c'est simplement une reprise un petit peu plus détaillée de l'historique que Louis Graveline a fait en 2015, puis qu'il a mis sur le site de son dojo. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est à la fin des années 50 que le judo débute à Saint-Hyacinthe. Un des premiers judokas, il s'appelle Marcel Gaudreau. Marcel Gaudreau, c'est un gars qui a débuté le judo en 1957 avec Marc Scala à Montréal, à la Palais national. On a déjà parlé du fameux Marc Scala. Évidemment, à cette époque-là, quand on fait du judo puis que ça se sait, ça fait mystérieux, puis rapidement, ce monsieur-là a été approché par un certain monsieur Sanson, qui lui, il y avait un organisme de loisirs, le club jeunesse de la police. C'était pas un centre jeunesse, mais disons que c'était un club qui s'occupait des turbulents. Gaudreau ouvre donc son club en 1958, il l'appelle le Judo Kata. Ce club-là va durer 4 ans. Puis en 1962, Jean Mondou reprend le club. Mondou, c'est un gars qui est très motivé puis qui a poursuivi l'entraînement, puis il est devenu ceinture noire un peu plus tard. Puis lui, il a ouvert un dojo à Douville, à Saint-Hilaire, à Ottenburn Park, vers 64 ou 65. Mondou, selon le dossier Canada dont j'ai l'original, était chef de police, justement, dans cette ville au nom imprononçable d'Ottenburn Park. Évidemment, lui, c'est un homme très occupé. Le dojo a été repris brièvement sous l'aile de Jean-Claude Salois. Bon, M. Salois, quand il a pris le club, il était juste ceinture verte, puis il a fait du mieux qu'il pouvait avec le peu qu'il avait. Il y a eu même à vivre un déménagement cette année-là, parce que le dojo a déménagé sur la rue La Bruyère, en face de la boucherie, comme le précisait Louis Graveline. Il faut dire que la petite organisation avait beaucoup de misère. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, Harold Bienvenu met le pied à Saint-Hyacinthe. On est en 61. Puis on peut dire qu'il arrive à point. Harold Bienvenu a commencé le judo avec Frank Atashita à Toronto. Puis il est arrivé à Saint-Hyacinthe avec une ceinture marron. Frank Atashita, comme on le sait, c'est un des fondateurs de Judo Canada tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est important de le noter parce que la Fédération canadienne de judo de Bernard Gauthier était encore présente au même moment dans la région, puis ça allait provoquer certaines tensions entre les clubs. Revenons à Harold. Harold Bienvenu rouvre un petit club de judo à Sainte-Rosalie, avant de découvrir que finalement il y avait un club au centre-ville avec Jean Mondou. On peut dire que c'est une arrivée qui tombait à point. Harold, c'était un gars qui était très, très motivé lui également, puis il était ceinture marron, puis il a tenu le fort pendant plusieurs années. Puis, durant ces périodes-là, le club a déménagé plusieurs fois avant d'arriver au cégep en 1973. Et là, en 1973, le dojo a changé de nom pour Akudokan Saint-Hyacinthe parce que Harold Bienvenu s'était associé à Raymond Damblanc. Et à cette époque-là, M. Damblanc avait ouvert plusieurs succursales. Le judo se développe peu à peu dans la région, puis Jean-Louis Bergeron, ça, c'est un élève d'Harold Bienvenu. Lui enseigne à l'école Casavan de 1967 à 1970, puis à la polyvalente Hyacinthe Delorme de 1971 à 1974. Ce Bergeron-là, c'est un gars qui était très, très impliqué au niveau des Jeux du Québec. C'est aussi un homme important dans l'histoire de la structure du loisir à Saint-Hyacinthe. J'ai eu le plaisir de discuter avec Louis Graveline, puis
Et ce que je note, là, c'est que Louis est très reconnaissant de la part d'Harold Bienvenu dans son parcours professionnel. Et il se considère encore comme son élève malgré son 6e dan. Harold Bienvenu, quant à lui, il a enseigné au cégep, lui, il enseignait au cours régulier, puis Louis avait pris la relève au dojo le soir. Harold Bienvenu a enseigné le judo de 1962 à 1986. On sait aussi que Saint-Hyacinthe s'était réputé pour avoir formé plusieurs ceintures noires de judo féminin. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que le judo féminin a débuté en 1966 et cette année-là, il y a une couple de filles du dojo de Saint-Hyacinthe qui ont participé l'année d'après au premier tournoi féminin de judo au Canada à l'Expo 67. Retracer le développement du judo à Saint-Hyacinthe, c'est aussi suivre le parcours du passionné qui s'appelle Louis Graveline. C'est en 1963 que Louis Graveline découvre le judo. On le sait grâce à Harold Bienvenu. Il a découvert ça en allant jouer au quilles au centre Notre-Dame sur la rue des Saules. En fait, Louis avait été intrigué par les gars qui passaient dans les corridors en pyjama. Il a décidé de suivre pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait bien faire habillé comme ça. Mais là, il était très impressionné par l'ambiance puis les judokas à l'entraînement, mais Louis était très gêné, fait qu'il était trop gêné pour s'inscrire. Fait que pendant un bon bout de temps, Louis assistait sur le banc, comme on dit, aux entraînements, jusqu'à un soir, Harold il a dit ben écoute, je suis allé te voir là, inscris-toi donc. À ce moment-là, c'était la piqûre pour Louis, c'était la piqûre. Louis, c'est un gars qui est talentueux, puis il est très travaillant. Il touche rapidement à la compétition, puis il remporte en 1966 le championnat de l'Est du Canada des ceintures de couleur. Un peu après, en 1968, il va obtenir sa ceinture noire. D'ailleurs, c'est la première ceinture noire formée par Harold Bienvenu. Louis a dû assez tôt laisser la compétition pour cause de blessures. Les blessures à répétition, les genoux, les épaules. D'ailleurs, c'est un certain Vianney Côté, pionnier du judo à Granby, qui a mis un terme à la carrière de Louis avec un arrêt gaucher à gauche. Et Louis, évidemment, va s'adapter, puis il va se découvrir un talent pour l'enseignement du judo. Puis c'est là qu'il va débuter comme professeur de judo et un peu par la suite comme entraîneur de judo en 66 avec une première classe de filles, ce qui était quand même étonnant pour un gars qui était supposément être gêné. Oui, c'est un gars qui est conscient, fait qu'il s'est aperçu qu'il réussissait à transmettre sa passion et ses connaissances en judo. C'est donc là que sa carrière de professeur de judo a été confirmée. En 1971, il fonde le club de judo de Saint-Hyacinthe. Il commence par enseigner à Douville, un petit groupe d'enfants, je pense que c'était une douzaine. Mais c'est là que quelques années plus tard, il a formé ses premières ceintures noires, des gars comme Yvon Duquette, Yves Gendron, Louise Beauregard. Ça a duré 3 ou 4 ans, mais c'est en 1975 que le club de judo de Saint-Hyacinthe s'installe dans le local du centre culturel. C'est aussi à cette époque-là qu'il y a beaucoup de jeunes athlètes qui viennent grossir les rangs du club. Jocelyne puis Pierrette Beauregard, Jacques Bernard, Christiane Lefrançois, Alain Rochefort, Marcel Bonneau, Sylvie Guertin qui est maintenant 5e dan, puis plusieurs autres. Le club de judo de Saint-Hyacinthe, fondé par Louis, était là pour durer. Tout en enseignant, Louis commence à être intéressé par l'arbitrage. C'est en 1972 qu'il commence cette carrière d'arbitre-là. Il passe ses grade après grade, puis il franchit les échelons. Et en 1992, il passe avec succès son grade d'arbitre international A. Ça, c'est un grade qui va lui permettre d'arbitrer sur tous les continents. Il a arbitré au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, au Portugal, en Hollande. Il est à peu près partout. Et ce qui est à noter, c'est que Louis arbitre, plus il avance, plus il arbitre dans des compétitions de plus en plus prestigieuses. Par exemple, il a arbitré au championnat du monde junior au Portugal en 1995. Ensuite, il a fait le championnat du monde senior à Birmingham, en Angleterre, en 1999. Et surtout, il a fait pas surtout, mais il a fait aussi le fameux tournoi de Paris en 2001. Ça, le tournoi de Paris, là, c'est un tournoi aussi prestigieux que les grands slams qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais, ce gars-là, il a des compétences, ses compétences, sa grande connaissance de tous les règlements dans le moindre détail, les changements, les ajouts. Ça, c'est un gars qui se tient à jour. Il se tient à jour, le gars. Et ceux qui ont le plaisir de le connaître savent que Louis Graveline, c'est un gars qui est posé. Il est calme. Il a une bonne assurance. C'est surtout son impartialité qui ont fait de lui un arbitre très apprécié partout où est-ce qu'il est passé.
Évidemment, il faut bien s'y attendre. Ce gars-là, il a été reconnu plusieurs fois par Judo Québec comme arbitre par excellence. C'est normal. Mais contrairement à d'autres, sa carrière d'arbitre ne s'arrête pas aux grandes compétitions internationales. Non. Il arbitre ici au Québec à tous les niveaux, que ce soit au club, dans les rencontres de zone, dans les compétitions interclubs. Bref, à chaque fois qu'il y a une compétition, on peut compter sur Louis Graveline. D'ailleurs, pendant plusieurs années, il est responsable de la formation de la relève en arbitrage à Judo Québec. Il assiste donc les jeunes arbitres à devenir des officiels compétents. Mais Louis n'a pas juste fait de l'arbitrage. En 85, il est devenu entraîneur de l'équipe collégiale au cégep de Saint-Hyacinthe. Puis là, il a fondé une véritable dynastie. On dit dynastie parce que c'est les équipes féminines et masculines à eux, combinées, là, ont remporté entre 1986 et 2004 pas moins de 40 bannières de championnat intercollégial. Ça n'a jamais été égalé dans le monde du judo collégial. Il remporte le prix au premier gala sportif de la ville de Saint-Hyacinthe comme entraîneur en 85-86. Et c'est là, c'est important parce que son implication dépasse la sphère de la Fédération de judo puis est reconnue par la municipalité, ce qui donne du poids à l'activité judo. En 2000, Louis accède au grade de 5e dan. Ça lui a pris 32 ans. C'est tout un bail, puis il aura attendu 11 ans de plus pour obtenir le ceinture rouge et blanche, le 6e dan. On a parlé brièvement tout à l'heure des athlètes qui ont été formés par Louis Graveline, qui ont laissé leur marque dans l'histoire du judo québécois. Les Louise Beauregard, Isabelle Parenteau, Geneviève Larouche, Mathieu Côté, puis évidemment, on ne peut pas passer sous silence l'Olympienne Luce Baillargeon. Quand on pense à ça, là, depuis au-delà de 40 quelques années, là, Louis est là, à bord du club Saint-Hyacinthe, puis il est toujours avec la même passion, le même dévouement. C'est sûr on en parlait un petit peu tout à l'heure, il a reçu énormément de marques de reconnaissance. Il est plusieurs fois finaliste comme entraîneur de développement au Gala de Judo Québec. Il reçoit le prix Dollar Morin en 2001, puis en 2002, il fait son entrée au Temple de la renommée de Judo Québec à titre de pionnier bâtisseur. Puis il va rentrer 2 fois parce qu'un petit peu plus tard, en 2008, il va être intronisé une deuxième fois pour avoir formé plus que 50 ceintures noires. C'est aussi en 2008 qu'il va remporter le mériteur sportif mascoutin. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile pour lui. Hein. Par exemple, il y a eu une inondation au sous-sol du centre culturel en 1977. Ça a tout détruit tatami qu'il avait payé de sa poche. En fait, grâce à un emprunt à la banque. Puis comme il n'était pas assuré, il a tout perdu. Il a dû s'endetter encore plus afin de reconstruire le dojo. Juste une petite parenthèse là-dessus. Sur la surface de combat de ce club-là, Louis, il a un système ingénieux de suspension d'automobile et de ressort. Ça faisait de ce dojo-là un des plus confortables que j'ai jamais fréquenté dans ma vie. Un autre malheur, la veille de Noël en 79, il y a un feu qui éclate encore une fois au sous-sol du centre culturel. Ça a détruit encore une fois les installations du club. Plusieurs se seraient découragés, mais pas Louis. Il tire tous ses manches, puis à l'aide de plusieurs membres du club et puis de ses amis, ils ont construit le dojo. Quand je l'ai appelé pour faire ce vidéo-là, en plein après-midi, sans surprise, Louis était au dojo pour son groupe de sport-études. Puis en plus, il y avait un autre cours de judo le soir avec son groupe. Mais laissez-moi vous dire que pour un homme de 76 ans, il faut avouer que c'est assez impressionnant. Oui, il a toujours su s'adapter aux tendances, puis il a débuté depuis peu les cours du programme de Benoît Séguin de Sherbrooke, où on apprend aux personnes âgées à tomber sans se faire mal. Ah, j'ai oublié. J'ai pas beaucoup parlé du groupe de Suzanne Arsenault puis du groupe du Haut-Richelieu. Non pas qu'ils sont pas importants, mais c'est parce que le dojo, sous sa supervision, a débuté après 1980. Puis 1980, pour moi, c'est la date butoir. Moi, je veux couvrir tout ce qui est avant 1980. Je vais revenir dans un deuxième temps pour couvrir les événements de 1980 à 2000. On va maintenant parler du judo à Sorel. On retrouve des traces du judo très très tôt à Sorel avec un monsieur qui s'appelle Jacques Champagne. Jacques Champagne a débuté son judo avec Marc Scala, puis comme bien d'autres, et puis il a poursuivi avec Raymond Damblanc. Ça, c'était à la fin des années 60. Lorsqu'il y a eu la réunification des associations de judo pour les Jeux olympiques qui allaient suivre en 1976. M. Champagne, c'est un Sorellois qui est né en 1929 puis qui est décédé l'année passée en mars 2021. Mais il faut dire qu'il y a aussitôt que 1956,
Jacques Champagne ouvrait son dojo au centre de santé, dans un centre de santé, devrais-je dire plus, sous la supervision de Marc Scala, évidemment, et de Jean Roulet. Jean Roulet, c'est un éducateur physique qui s'était associé à Scala, puis un peu plus tard à François Mercier, qu'on a déjà parlé. Dans ce centre de santé-là, il y avait de la physiothérapie. Jacques était un physiothérapeute, un gymnase, un petit dojo. Mais Jacques Champagne gagnait sa vie là-bas. Mais sans en être absolument certain, là, je pense que Champagne avait acheté une franchise de ce cas-là. Parce que c'était son modus operandi à lui, sa marque de commerce, de vendre des franchises à des prix assez élevés. Et je crois aussi que Jacques Champagne a calqué les façons de faire de Max Scala, mais en disant de façon plus raisonnable. Pour ceux qui ne comprendraient pas ce que je veux dire par là, bien, je vous invite à visionner la partie 2 de la petite histoire du judo au Québec, qui va parler plus en profondeur du phénomène Scala. Ce qui m'amène à dire ça, c'est qu'en novembre 60, en novembre, ce qui m'amène à dire ça, c'est en 1959, dans le journal Le Sorellois, on annonce que Marcel Labrèche défendrait son titre à la télévision, au Canal 7. Ça sentait le marketing de Scala à plein nez, parce qu'il s'était rapproché de Louis Arpin, de Radio-Canada et de différents médias. Il y a aussi, il faut dire que la route du judo puis la route des culturistes, ce qu'on appelle aujourd'hui le bodybuilding, ça se croisait souvent. Jacques Champagne, comme Marc Scala d'ailleurs, puis Armand Wattier à Québec, faisaient des démonstrations de judo dans des galas de culturistes. Des galas genre M. Granby, M. Canada, M. Trois-Rivières-Ouest. Et souvent, non seulement ils étaient des juges, mais aussi ils en organisaient eux-mêmes. C'est sûr que M. Champagne organisait aussi des compétitions au début des années 60. Il y a plusieurs articles de journaux qui peuvent le prouver. Mais ces tournois-là, c'est pas comme les tournois d'aujourd'hui, c'était agrémenté de numéros. Des numéros d'autodéfense, des numéros de doukimi, on sautait par-dessus des chaises, ce genre de choses-là, puis d'autres aspects qui étaient plus ou moins sportifs du judo. Et j'ai appris aussi que dans les années 60, début des années 60, il y avait un petit dojo à Saint-Gabriel, au sous-sol de la caisse populaire. Puis ça, c'était dirigé par un certain Raymond Hainaut. J'ai fait des recherches et malheureusement, c'est les seules informations que j'ai, c'est que c'était ce monsieur-là. Le dojo de Sorel a été pris sous la direction de Jacques Champagne jusqu'en 1988. On ne peut pas dire que Jacques Champagne a formé beaucoup de champions. Mais il y en a un qui est sorti du lot, un certain Serge Lafont. Ça, c'est un poids moyen, en fait, un moins 80 kg à l'époque. Puis ça, ce gars-là, Serge, était un contemporain de mon époque à moi de compétition. D'ailleurs, on est allé 2 ou 3 fois compétitionner en Angleterre, 74, 75, 76, au British Open. On peut reconnaître sur la photo au premier rang Alain Cyr, Vincent Griffo, Sylvain Proulx. Derrière Alain Cyr, on voit Roger Roy, puis au fond, Normand Brault, moi-même et Serge Lafont. On est aussi allé compétitionner au Venezuela en 1976. Ça, c'est un voyage que je vous raconterai dans une autre chronique. Serge Lafont, ça, c'est un gars qui avait un style de judo particulier et il n'avait pas l'air dangereux, disons. Mais il a quand même gagné le championnat provincial toute catégorie, ce qu'on appelait à l'époque la fameuse Coupe Louis Arpin. Il a gagné ça en 74, puis en 75. Puis par la suite, Serge est devenu physiothérapeute avec, puis il a cessé la pratique en 77. On va parler de Granby. Le premier professeur de judo à Granby, ça a été un certain Gaby Laflamme, un élève de Marc Scala qui donnait des cours de judo avec la permission du maître, évidemment, avec son grade de ceinture jaune. Vous voyez déjà comment ça marchait avec M. Scala. Ça, il donnait ça au centre de culture physique. Encore une fois, des culturistes. On enseignait également la boxe, la lutte, mais véritablement, ça va s'implanter un petit peu plus tard, en fait 3 ans plus tard, en 1955, avec un monsieur qui s'appelle Vianney Côté, qui est âgé d'à peine 16 ans, parce que Vianney Côté est né en octobre 1939. En 1955, donc, Vianney Côté débute le judo. Il connaît beaucoup de difficultés parce qu'il fallait suivre Marc Scala qui essayait d'implanter le judo dans la région. Puis les dojos, ça ouvrait et puis ça fermait, tu sais, un rythme, disons un rythme inquiétant. Il a ouvert à Granby, il a fermé à Granby, il a ouvert à Farnham, il a fermé à Granby. Bref, tu sais, il y a Granby, Farnham, Saint-Jean. Mais c'est véritablement lorsque Vianney a eu sa ceinture marron qu'il a ouvert à Granby, avec un nommé Fred Vallen.
Ça, c'était un Français, mais Vianney me disait que, Vianney, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter au téléphone, euh, il me dit que ce gars-là était probablement pas ceinture noire. Mais il en portait une, mais il dit que ça ne devait pas être une vraie ceinture noire. C'est pas toujours facile le départ des dojos. Vianney me contait que les tapis, chez lui, les tapis, c'était simplement 3 couches de feutre. Du feutre, c'est ça, d'épais, ça. 3 couches de feutre directement posées sur le sol. Puis il mettait une toile de boxe là-dessus, une toile d'arène de boxe. Puis ça, il fallait savoir tomber, hein. Puis il y a une saison, les loisirs de Granby avaient prêté une cabane pour faire du judo dans le parc des sports. Le problème, c'est que la cabane n'était pas chauffée. Et puis, les gens faisaient du judo à 15 sous zéro. En compétition, c'était pas vraiment mieux. Les années 70, les surfaces de protection, là, ça n'existait pas. Puis, t'étais mis de part. Je ne sais pas si vous avez déjà chuté là-dessus, mais quand c'est posé sur un plancher de terrazzo, on a intérêt à savoir tomber. Fallon quitte pour Saint-Jean pour de bon. Et c'est là que Vianney rencontre Raymond Damblanc, puis il va s'inscrire au dojo à Kudokan. Vianney Côté, dans la vie privée, dans le privé, il a travaillé comme dans différents domaines, commencé comme commis d'épicerie, puis après ça, il était gérant à l'hôtel Royal de Granby pour terminer à la Sûreté du Québec comme employé civil. Vianney Côté a passé sa ceinture noire le 23 février 1966. Le deuxième dan le 20 décembre 69, exactement le même jour que moi. Moi, je passais chaud dan cette journée-là. Et finalement, son troisième dan le 20 juin 72. Ça, on avait fait ça au dojo Seidokan. Je me souviens, j'étais là parce que moi, je passais deuxième dan. Et Vianney a cessé la pratique en 1973. Il faut dire que ce gars-là a été membre de l'équipe du Québec, puis il a fait des compétitions à Vancouver en 70, puis il a participé au championnat du Canada en 1972 à Halifax. Et comme je le disais, il a cessé la pratique l'année suivante en 73. Le club Eishinkan a été repris par Jean Gagné. Lui, il s'est fait assister par une fille qui s'appelle Manon Gosselin. Ça, ils ont fait ça au pavillon de la Jouvence pour quelques années. Puis, depuis peu, depuis quelques années, depuis, je dirais une vingtaine d'années peut-être, Serge Landry et son équipe ont suivi les traces de Vianney Côté. Et c'est Vianney qui a tracé le chemin en premier. C'est ce que j'avais à dire sur le judo de cette région-là. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire, vous nous faites un petit pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour les notifications et surtout, abonnez-vous à la chaîne Martial Manvôtre. On a une vidéo par semaine. Pour l'instant, c'est sur l'histoire du judo, mais il va en avoir sur la pédagogie, sur un tas de trucs. Mais surtout, n'oubliez pas d'aller pratiquer 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. En attendant, faites attention à vous et à la prochaine.